1.2 La vie Gaïenne, une planète fertile dans un lieu innommé. Il y a plus ou moins 5 milliards d'années, alors que la vie n'était pas encore apparue dans le système, voyait le jour, dans le bras d'Orion, au sein de la Voie lactée, une étoile de troisième génération, une naine jaune. Naine car, parmi la diversité des étoiles, celle que l'on nommera plus tard Soleil est bien moindre en volume et en masse que ne peuvent l'être ses compagnes. Petite, cela est relatif. Cela dépend par rapport à quoi. En effet, si l'on compare le Soleil à Stephenson 2-18, elle mérite clairement son titre de naine. Pourtant, le Soleil est en soi si massif en comparaison aux autres objets célestes. Pourtant, le Soleil est en soi si massif en comparaison aux autres objets célestes se trouvant dans son environnement qu'il compose près de 100% de la masse totale du système solaire. 99,8%, les 2 tiers restants étant occupés par Jupiter. Il est également si volumineux qu'il pourrait contenir plus de 600 fois les 8 planètes du système où l'on évolue. Jaune, tu en auras compris la raison. Je ne l'expliquerai pas si ce n'est pour te dire que les différentes couleurs sont la conséquence de leur température, à combien de degrés leur gaz est brûlé. Actuellement, le Soleil consomme son hydrogène dans son four à 15 millions de degrés Celsius. Le noyau, immensément dense, où chaque seconde, à partir de 600 millions de tonnes d'hydrogène, la thermonucléaire agit en transformant cette quantité phénoménale d'hydrogène en 596 millions de tonnes d'hélium, le prochain gaz que le Soleil brûlera et qui résultera à son expansion. Les 4 millions de tonnes restants sont pour leur part transformées en énergie, radiation, chaleur et lumière. Ces trois formes d'énergie prennent par la suite plus de 100 000 ans pour atteindre la surface du Soleil et se rendre jusqu'aux planètes environnantes dont une, celle qui ici va principalement nous intéresser. La planète jusqu'à peu innommée, ayant vu le jour il y aurait 4567 millions d'années. Étonnant, dans les millions d'années ayant suivi l'apparition de cette fameuse étoile, qui dans 5 milliards d'années sera une géante rouge puis une naine blanche avant de un jour relâcher ses gaz. Cette planète, qui se fera plus tard nommer Terre, est la troisième planète la plus proche de cet astre après Mercure et Vénus, ayant un axe d'inclinaison idéal, responsable des saisons si essentielles, ainsi qu'une distance adéquate pour recevoir la quantité de lumière et de chaleur nécessaire à l'émergence de la vie, soit environ 2 milliardièmes de sa chaleur initiale, au Soleil. Dans ce fameux calendrier cosmique sur lequel je reviens, celui et celle qui seront plus tard nommés Soleil et Terre apparaissent donc au mois d'août, dans la deuxième partie de cette année où il fait vraiment chaud. La planète sur laquelle on évolue aura donc vu le jour il y a environ 4,5 milliards d'années, et aura à ses débuts été recouverte de magma. Les plus vieilles roches que l'on retrouve à ce jour à la surface remontent à environ 4,2 milliards d'années, ce qui n'est pas évalué au carbone mais par le niveau de radiation de l'uranium et du plomb, avec un zircon, et sont principalement situées en Australie, au Groenland et dans le bouclier canadien, endroit, ce dernier, depuis lequel je t'écris, et qui géologiquement est un des territoires les plus stables. Quelques centaines de millions d'années plus tard, la planète innommée, qui à un moment donné de son histoire aurait eu 2 satellites naturels, Séléné et une autre, plus petite, aura connu une période de bombardement massif et successif d'astéroïdes pendant environ 20 millions d'années, ce qui aurait le plus vraisemblablement apporté la vie, sous forme de ce que l'on considère être des bactéries éarchées unicellulaires, les prokaryotes, théorie appelée la panspermie, et qui est à ce jour la plus acceptée en ce qui concerne cette apparition de notre ancêtre commun à toutes et tous, ou permis encore l'apparition de l'eau en si grande quantité à la surface, celle-ci en étant recouverte environ 70% comme tu le sais sûrement. Nous étions donc au mois d'août,
soit entre 5 et 4 milliards d'années. Un mois, je le disais plus tôt, représentant plus d'1 milliard d'années dans ce calendrier, pendant que se sont formés le Soleil et les planètes. Celle qui nous intéresse le plus ici, même si on aura pu voir qu'avec son volume et sa masse, elle ne représente presque rien dans le cosmos, c'est celle que l'on nommera plus tard Terre, tu l'auras compris. Même si je disais il y a fort peu que cette fameuse planète ne représente presque rien dans cette apparente infinité cosmique, cela ne veut pas pour autant dire qu'elle est vide de sens. Une famille pas comme les autres. La première forme de vie répertoriée, je l'évoquais brièvement, est le prokaryote, qui serait arrivé, si l'on se fie pour l'instant à la théorie de la panspermie, c'est-à-dire un vaisseau naturel, météore ou artificiel, t'as compris, jusqu'à ce que peut-être l'inverse soit prouvé, sous sa forme connue à ce jour, soit une, ou devrais-je plutôt dire plusieurs, bactéries et archées, il y a environ 3,5 milliards d'années, et se serait avant tout développé dans les sources hydrothermales, sous les fonds marins, découvertes en 1977 au large des îles Galapagos. Certaines de ces bactéries et archées, ayant peuplé la planète innommée sur Terre et sous les eaux pendant plus d'1 milliard d'années sont, car oui, ils existent toujours, soit anaérobies ou aérobies, c'est-à-dire que certaines ont besoin d'oxygène, alors que pour d'autres c'est du poison, ce qui n'est qu'une de leurs innombrables caractéristiques que l'on ne connaît pas encore totalement, loin de là. À ce jour, les prokaryotes peuvent être divisés en 4 catégories, dont on connaît plutôt bien 2 d'entre elles. Les photo-autotrophes, comme les plantes, faisant donc de la photosynthèse, tirant leur énergie du soleil, ainsi que les chimio-hétérotrophes, comprenant les animaux qui tirent leur énergie des composés chimiques variés, se nourrissant donc de plantes, fruits, écorces, bourgeons, chatons, etc., et ou d'animaux morts, crus ou cuits. Tout être, bactérie, plante ou animal, a besoin d'énergie, obtenue à partir de différentes façons comme celle que je viens brièvement de lister un peu plus haut, et de carbone fixe pour vivre, ce qui sert à construire les macromolécules comme les protéines, qui servent à créer les cellules. Toute forme de vie, de la bactérie au champignon, en passant par l'humain, peut donc se classer selon la manière dont elle obtient son énergie et le carbone, qui est un des principaux éléments à la base de la vie, avec les autres molécules primaires à l'épanouissement du vivant sur cette planète, que l'on regroupe sous l'acronyme SHNOPS, pour carbone, hydrogène, nitrogène, oxygène, phosphore et soufre. Tout être est ainsi composé à près de 5% de ces 6 molécules, qui se regroupent parfois pour former d'autres molécules, comme l'hydrogène et l'oxygène, l'hydrogène et le soufre, etc. Environ 98% pour les humains et 100 pour les bactéries. Si l'on en comprend les moindres rouages, interactions et autres éléments, alors on débloque une nouvelle clé. Que l'on soit un chimpanzé, semblable à près de 99% avec les humains sur le plan génétique, un chiot, un lézard, une libellule ou une fougère, nous sommes toutes et tous formés de ces cellules, bactéries et archées qui par milliards, selon leurs catégories que je décrivais brièvement avec des noms un peu barbares, souviens-toi, chimio-hétérotrophes et photo-autotrophes, et les 2 autres, point nommés jusqu'alors, photo-hétérotrophes et chimio-autotrophes, qui pour ces dernières sont moins bien comprises, s'agencent pour former différents êtres qu'encore une fois je ne m'amuserai pas à nommer un par un. Tu en as des milliers en tête. Nous sommes donc en réalité, humains, bananes ou méduses, des agencements singuliers, et qui plus est arborant des différences selon les individus, avec toutefois des caractéristiques propres à l'espèce, de bactéries et archées,
pour lesquels nous sommes un environnement en soi. Cet être, le prokaryote, en réalité multiple et dont la compréhension a bien évolué depuis 1962, aura ainsi été le premier organisme qualifié de vivant et aura évolué pendant plus d'1 milliard d'années à la fin de l'Adéen, en référence aux enfers d'Hadès dans la mythologie grecque, puis romaine, dont on garde de nombreuses traces, parce que c'est sur ce passé que repose en grande partie la Renaissance, une période jugée fondatrice pour celle qui nous est contemporaine, parce que c'est de là que nous viendrait la démocratie. L'Adéen, qui est la première période géologique de la planète depuis laquelle je te parle, à toi en tant que frère ou sœur d'espèce, fut nommé de la sorte parce que c'était littéralement l'enfer, singulier ou pluriel, le magma recouvrant celle qui plus tard sera composée majoritairement d'eau. Les bombardements de plusieurs tonnes de météorites chaque jour pendant des millions d'années, le volcanisme, la collision avec Theia, tout cela rythma la période adéenne. Avant de se scinder pour la première fois en deux et devenir eucaryote, il y a environ 2 milliards d'années, évoluant lentement au fil des millénaires. Avec l'apparition de ce nouvel être multicellulaire, le caryote, se poursuivit alors l'oxygénation de l'atmosphère, qui avait débuté avec le volcanisme, ayant lui-même libéré de nombreux gaz autour de la planète innommée, ou encore la création de la couche d'ozone. Après coup, toute la vie qui suivra sera construite à partir de ces premiers éléments à partir de carbone, raison pour laquelle on parle ici de vie carbonée. Mais qui nous dit que, par exemple, il n'existerait pas d'autres formes de vie à partir du néon et dans des océans de méthane? Nous sommes ainsi sur une planète fertile, il y a environ 2 milliards d'années, dans un lieu innommé, lorsque le prokaryote commence à se scinder après moultes années. Un mois dans le fameux calendrier, et il s'écoulera encore plus d'1 milliard d'années avant que n'apparaissent différentes formes de vie, s'apparentant à des éponges, des coquillages, des algues ou des petits êtres marins à coquilles, les trilobites, qui voient le jour il y a environ 700 millions d'années dans les sources hydrothermales. C'est ainsi dans ces cheminées sous-marines et sur Terre que la vie put tranquillement pulluler pendant des dizaines de millions d'années sans être inquiétée par des menaces extérieures de trop grande ampleur, qui causeront des extinctions à certains moments. En proie aux éléments extérieurs, comme nous le sommes, la vie fut en effet malmenée à plusieurs reprises, que ce soit par le volcanisme, les astéroïdes, le climat s'étant trop refroidi ou réchauffé, etc. À ce jour, l'on dit communément que plus de 99% des espèces ayant existé sur la planète se sont éteintes avant que l'ère moderne, centrée sur notre espèce, arrive et frappe un grand coup parmi le règne animal. L'humain, comme le soutient Yuval Noah Harari, a mis fin à l'existence de certaines espèces bien avant que les civilisations n'apparaissent en théorie, il y a environ 14 000 ans, en tenant pour preuve Göbekli Tepe, entre autres sites archéologiques en Turquie, en Inde ou ailleurs. Ce furent les grands mammifères qui auront été le plus mis à mal par notre espèce, cette dernière étant dépourvue de griffes, de fourrures, d'ailes ou autres attributs de votre imagination, et pas très intimidante lorsque la voyant débarquer en Océanie, il y a environ 45 000 ans ou sur l'île de la Tortue, communément appelée Amérique, il y a plus ou moins 30 000 ans. Pourtant, cet animal, l'être humain, avait et a toujours plus d'un tour dans son sac, étant capable du meilleur comme du pire. Mais en soi, qui nous dit que ces premières extinctions du temps d'Homo sapiens ne sont pas survenues naturellement, par un réchauffement brusque? Je comptais initialement te parler de davantage d'éléments, de géologie, de paléontologie, d'écologie et d'extinction massive, mais pour cela il faudrait que je pousse mes connaissances à un plus haut niveau, bien qu'en ayant déjà pris une part tout jeune, j'en aurai une grande partie à rééditer, et cela n'est pas la priorité. En fait,
Je viens tout juste de le faire ou presque, alors que je fus en quête d'informations probantes sur ces fameuses bactéries et archées. Je pense que tu auras d'ores et déjà bien compris les fondements de cet humanisme radical, sur lequel je mets ici l'emphase dans ce premier tome et cette première partie. Il s'agit avant tout de te délivrer une part de vie à travers ce maigre savoir, car, si cela a marché pour moi, je suis convaincu ou presque, à 10 milliards de pourcents que cela marcherait pour autrui, étant unique, comme tout le monde, mais pas tant que cela, étant avant tout humain. C'est la connaissance qui m'aura amené à une certaine et très faible compréhension de qui je suis, ce qui m'entoure, qui m'aura permis de trouver un sens à la vie, et tout cela a son importance lorsqu'il est question de ce concept que j'avance, et que je te partage en toute humilité. Cela est entre autres lié au bonheur. Le savoir représente l'humilité, car lorsqu'on sait, aussi minime cela soit-il, on est conscient de nos nombreuses limites et on apprend à s'en extasier. Je te l'eus dit, mon chemin n'est en aucun cas à reproduire. En soi, ce serait impossible, et qui plus est une erreur que de vouloir suivre ce chemin. On pourrait en arriver à occuper un poste similaire, mais cela ne voudra en aucun cas dire qu'on partage le même cheminement ou la même compréhension de nos tâches. L'humanisme radical souhaite tenir compte de cette singularité propre à chacune et chacun, qui évolue avec un patrimoine génétique très semblable, mais jamais complètement identique avec les autres individus. L'humain, qui est un animal social et pensant, bien que n'étant probablement pas le seul à avoir ces attributs, j'y reviendrai, a la capacité de mettre en œuvre dans le tangible ce fameux aphorisme jaïniste que je mentionnais dans l'avant-propos, à savoir paras paro pagrao jivanyam, où chaque forme de vie, interdépendante, se doit un mutuel respect et une mutuelle assistance. L'être humain n'est qu'une part de ce tout, aux capacités certaines, et est la seule espèce à pouvoir infléchir ces nombreuses courbes exponentielles que l'on associe à la croissance, mais qui représentent un déclin de la vie et son épanouissement, nous y compris. Le capitalisme reposant sur l'exploitation naturelle, dont animale et par extension humaine. Ce fameux capitalisme, dont je reparlerai plus tard, est responsable de bien des maux de notre société unique, globalisée, mettant en péril la vie à court terme comme je l'ai déjà dit, n'étant de surcroît ni le premier ni le dernier à le dire. Il s'agit en bref de réaliser que nous sommes aussi des animaux, appartenant à cet indescriptible tout, et à présent, quand je parlerai d'animaux, sache qu'il est aussi question de cette espèce qu'est la nôtre et qui n'est en aucun cas étrangère aux lois animales et physiques. En soi, nombre d'animaux posséderaient ce que l'on nomme conscience. Même les arbres et les plantes en ont une forme, la sentience. La conscience se reflète en partie dans la capacité de réagir individuellement dans le temps, conformément à ce qui a été appris par le passé, pour agir dans le futur à travers le présent. En clair, si par exemple un dauphin a vécu certaines expériences par le passé, il ou elle agira dans le présent selon ses apprentissages, car pouvant en prédéterminer l'issue dans le futur. Le cerveau est en somme une machine probabiliste, un algorithme naturel, biologique, et nous en partageons des parts avec d'autres animaux, étant au départ composés des mêmes cellules. J'en tiens pour exemple la partie de notre cerveau que l'on appelle reptilien, et que l'on partagerait avec les chiots et les lézards. Tous les mammifères, oiseaux et reptiles, si ce n'est plus, sont capables d'agir dans le temps, sans forcément toujours en avoir réellement conscience, et à un niveau aussi développé que la nôtre, qui sommes toutefois le plus souvent inconscientes et inconscients aussi, ce qui n'est en soi pas péjoratif. Le cerveau humain, comme pour les autres animaux, a pris des millions d'années pour évoluer. Pour ce que l'on en sait, nous sommes biologiquement les mêmes animaux qu'il y a 10 000 ans, si ce n'est plus. Cela signifie que si l'on prend un bébé de cette période-là, et qu'on le transfère magiquement à notre époque alors qu'il ou elle n'a pas encore de réalité de construite, ce bébé évoluera comme un bébé « normal » entre guillemets du XXIe siècle, c'est-à-dire
évoluant selon sa condition immédiate, s'adaptant. La nature, évoluant à son rythme, à des temps géologiques, naturels, l'on est à ce jour le fruit de toute cette miraculeuse évolution qu'il faudrait que l'on prenne le temps d'honorer de temps à autre. Cette évolution étant relativement lente, les mécanismes propres à chaque espèce prennent une certaine période à voir le jour, pour atteindre ce que l'on connaît à présent. Le cerveau est chez l'humain l'organe le plus énergivore, consommant jusqu'à 20% des calories quotidiennes. Imaginez donc si la plupart de nos processus n'étaient pour la plupart pas inconscients, mais constamment conscients. Je le disais, le cerveau est une machine probabiliste qui analyse les événements qui sont du ressort de l'anormal, de l'ambigu, et non ce qui touche à la banalité, ce qui est trop courant n'étant plus pris en considération par le cerveau qui cherche à prendre des raccourcis pour une question d'économie d'énergie. S'il n'y avait pas économie, toute notre énergie servirait à alimenter cet organe, étant déjà le plus énergivore, comme je viens de le dire. De surcroît, ce que l'on appelle à ce jour les biais cognitifs sont en fait des moyens, bien précis, qui à une époque servaient à répondre à une ou plusieurs fins, dont la première étant la survie de l'individu et par extension de l'espèce, car seul on ne va pas bien loin. Les interactions humaines sont ainsi simplifiées parce qu'autrement, il y aurait bien trop d'éléments à analyser pour notre conscience. Le plus important, pour éviter de tomber dans ces fameux biais, raccourcis qui parfois nous bernent, comme les illusions d'optique, c'est de ne pas rester à la surface mais d'aller en profondeur, en quête d'informations probantes. Nous percevons tout de manière singulière et agissons différemment, selon les individus, même si, comme je l'eus aussi évoqué, ce qui est on ne peut plus logique, nous agissons selon nos caractéristiques propres en tant qu'espèce. On peut alors parler de la nature des hommes et des femmes, biologiquement différents, de celle des coquillages, séquoias ou je ne sais quoi. Chercher à comprendre la nature humaine pour faire en sorte que les individus et collectifs puissent s'extasier fait partie des raisons d'être de l'humanisme radical. En effet, le but ultime, le summum de l'accomplissement, ne serait-il pas le bonheur? De l'épanouissement des êtres. L'humanisme radical cherche idéalement, et peut-être naïvement, à rétablir une homéostasie parmi le vivant, c'est-à-dire une forme d'équilibre entre les espèces, un état de symbiose dans l'impact de chacune de ces espèces, qu'elles soient félines, volantes, humaines ou autres. Il ne s'agirait pas pour l'humain d'arrêter d'avoir un impact, car chaque animal a sa propre empreinte sur la biosphère. Certains apportent l'oxygène, d'autres participent à l'absorption du CO2. Beaucoup vivent en troupeaux, meutes, tribus, colonies, et n'ont pas un apport direct sur l'atmosphère, hormis les rejets de méthane en quantité minime des animaux, et surtout l'être humain depuis qu'il s'est lancé dans la course à l'exploitation des énergies fossiles, émettrices de gaz à effet de serre, ainsi que des pollutions des habitats, des sols et de l'air par les métaux lourds, les rejets chimiques, etc. Sur ce plan, l'être humain est unique. On pourrait avancer que ce qui différencie notre espèce des autres, c'est qu'elle a la capacité à détruire en un temps record sa nature et la nature. Pour en revenir aux autres animaux, ceux-ci peuvent créer du miel, polliniser les plantes, purifier les océans, faire des tunnels dans la terre pour s'y établir, se font un cocon dans le creux d'une feuille ou se font une toile protectrice, tandis que d'autres préfèrent encore la sécurité d'une grotte ou d'une maison en briques à 4 étages. D'aucuns chassent pour se nourrir ou sont charognards, d'autres obtiennent leur énergie et leur carbone fixe par les plantes, les baies, les écorces, branches, etc. Je le disais plus tôt, tous les êtres, bactéries, plantes, champignons, animaux, un ensemble de bactéries appelées prokaryotes avec des agencements multiples et pouvant paraître presque infinis, peuvent se distinguer selon la manière dont ils obtiennent leur énergie et leur carbone fixe, ce qui sert à la création des macromolécules, comme les protéines, qui permettent de bâtir les cellules. Je l'ai déjà dit, mais je le redis.
Je suis en train de lire un livre en ce moment, Unlearn, Rewild, de Miles Olson, ouvrage qu'un ami m'a conseillé car, lui ayant pour sa part beaucoup apporté dans son apprentissage de nouveaux paradigmes à mettre en place. Il y est question de nombreux sujets, et j'aimerais commencer par vous parler de l'un d'entre eux, la domestication. Depuis que l'espèce humaine s'est mise à faire de l'agriculture son nouveau moyen de subsistance, elle s'est détachée du tout l'entourant. Personnellement, j'en avais déjà parlé dans des textes, à ma manière, et c'est tout de même réconfortant de constater que des discours soutiennent cela. Ce n'est pas nécessairement par ego, pour se féliciter inutilement qu'on est brillant ou je ne sais trop quoi. Il s'agit dans mon cas d'observer que d'autres partagent d'une certaine façon, qui est toujours singulière à elles ou eux-mêmes, la pensée que j'ai pu développer grâce à l'apport d'autres individus m'entourant ou étant membre de cette famille humaine. On pense souvent, par ego, qu'on est les seuls maîtres de notre pensée, qu'on agit toujours indépendamment d'autrui ou élément de votre choix. Je n'ai pas toutes les réponses à moi seul, pas plus qu'un ou une autre, et le peu que je peux détenir en tant qu'individu m'a le plus souvent, voire toujours été soufflé. L'humain en tant que famille est donc un membre à part entière, mais en aucun cas supérieur au tout l'entourant et le composant, éléments sur lesquels je reviendrai. Toutefois, depuis cette fameuse déconnexion qui se serait opérée il y a plus de 10 000 ans pour des individus qui décidèrent que chasser, pêcher ou cueillir c'en était fini, et que désormais ils allaient cultiver, et parfois élever, mais cela revient dans les deux cas à de la domestication. Miles Olson te décrirait tout cela mieux que moi, et je ne peux que te conseiller son ouvrage. Je continuerai malgré tout en te disant avec mes mots que les peuples animistes comprenaient n'être qu'un élément, unique, parmi une foule d'autres éléments, uniques également, qui ensemble forment un tout qui idéalement est symbiotique, auto-régulé entre toutes les espèces qui occupent chacune d'entre elles une place dans la chaîne alimentaire, une part de territoire, étant parfois endémique à un endroit particulier, tandis qu'à d'autres moments, elles peuvent occuper tout l'espace, comme l'immense famille des bactéries. Chercher à tout prix à contrôler la nature et les éléments, cela est agir de façon narcissique, en niant que d'autres espèces aussi cherchent à s'épanouir à leur manière. La vie dans les villes, et plus généralement depuis l'apparition des marques et ensuite de la société de services, où la majorité de la population vit aujourd'hui dans ces fameuses métropoles, mégalopoles, où la vie est polarisée, où une déconnexion s'opère peu à peu des véritables éléments, même de nos frères et sœurs d'espèce, avec qui une rivalité s'engage, tout cela n'est pas viable. C'est au contraire courir à sa propre perte, dans une société de l'instantanéité, où seul compte le présent dans un monde basé sur la consommation plutôt que la production. On me rétorquerait éventuellement que oui, les individus font de la production, en se rendant leur travail. Autrement, pourquoi parlerait-on de productivité? Cela ne fait cependant qu'accroître leur déconnexion vis-à-vis du monde et des éléments, en travaillant à des heures régulières, été comme hiver, avec de courts moments de repos accordés de temps à autre. Travaillant le plus souvent dans les villes, il n'y a plus de contact avec la nature. Et non, une allée d'arbres ou un parc en ville, ce n'est pas la nature. C'en est une reproduction, par extension, assez misérable. C'est comme appeler le dessin de ma petite nièce la Joconde. Cela ne ferait pas de sens. Pourtant, on admet, pour X raisons, que oui, il s'en agit bel et bien de la nature. On peut prendre un temps pour réfléchir à cela. Ainsi, par sa propre déconnexion dont il, l'être humain, aurait semblerait-il donné son consentement, ce qui est plus que discutable, une destruction s'engage. Cela est aussi vrai pour la relation entre Romains puis Gaulois, ou encore entre les pays d'Europe de l'Ouest avec les peuples premiers de l'île de la Tortue. L'histoire, comme on dit, se répète. Par son aliénation,
son asservissement non consenti à un système mortifère qui, seconde après seconde, s'engage pour engendrer ce que l'on pense être du bénéfice, l'humain, et non l'individu, se rend coupable des pires crimes contre la nature, incluant l'humain et sa nature. Si je dis que l'individu n'est pas coupable, c'est pour plusieurs raisons. Il faudrait ici que je te dise que j'ai déjà été, par le passé donc, misanthrope, ce qui signifie tout simplement que j'avais du mépris pour l'être humain, du dégoût face à ses agissements, la société le rendant servile, commettant des actes puérils, pour son propre prestige, sans penser à autrui, de son espèce ou non. Pourtant, dans les dernières années, j'ai évolué en une personne philanthrope, et je vais t'expliquer en partie de quoi il en ressort. J'ai fini par admettre que l'individu, qui agit selon la condition qui lui est imposée, n'est peut-être pas tellement responsable de son sort. Dès la naissance, on nous conditionne à devenir des êtres, et ici je ne parle pas uniquement des humains, au service du capitalisme par notre domestication forcée. La domestication humaine se traduit récemment par un temps passé à l'école puis au travail, avant de rendre l'âme et par la possession de différents objets qui nous asservissent comme un téléphone intelligent et autres équipements numériques avec leurs fonctions diverses, une voiture, un appartement ou une maison, etc. Tout cela méritera une explication de ma part lors de la prochaine sous-partie. En soi, par sa domestication à marche forcée, l'être humain nuit à son propre épanouissement et celui des autres espèces, mettant même en péril à court terme l'habitabilité de la planète nous abritant. Si cela advenait, je ne serais pas inquiet quant au retour de la vie plus tard, comme je lui dis plus tôt. Ce serait malgré tout dommage que de rester indifférent par rapport à tout cela, de négliger la vie, alors qu'on a la possibilité de la préserver et de lui permettre de s'épanouir. Tout dépend de notre agissement en tant qu'humanité. On peut enfin reconnaître notre responsabilité par rapport aux vivants, en agissant de manière éclairée, avec respect et compassion, et non plus narcissiquement, en se considérant soi-même ou son espèce uniquement.